Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Empreinte, l'émission qui met en lumière notre impact sur la Terre. Biodiversité dégradée, montée des eaux et méga-feux, la Nouvelle-Aquitaine est un des territoires les plus menacés par le dérèglement climatique. Pour ce numéro, l'équipe d'Empreinte s'est rendue ici, à La Rochelle, pour rencontrer celles et ceux qui font face à ces menaces et qui tentent de lutter pour préserver tout un écosystème. Ils sont agriculteurs, marins-pêcheurs ou encore militants. Au programme des alternatives responsables, des analyses et un grand entretien avec des experts et expertes de l'adaptation au dérèglement climatique. Bienvenue dans Empreinte. Ces images ont fait le tour de l'actualité ces dernières semaines, celles de dauphins morts échoués sur les côtes atlantiques. Durant la saison hivernale, les chiffres ont explosé, Lucas. Entre le 1er décembre et le 3 avril 2023, environ 1380 cétacés ont été retrouvés morts sur les côtes atlantiques et 70 sur les rives de la Manche. Un record selon l'Institut de recherche Pélagis. 92% des cadavres sont des dauphins communs, une espèce protégée. Et chaque année, le nombre de dauphins communs tués par erreur dans le golfe de Gascogne ne cesse d'augmenter et dépasse largement le seuil des 985 captures limitées pour protéger l'espèce. Face à ce phénomène, les associations Sea Shepherd, France Nature Environnement et Défense des milieux aquatiques ont saisi le Conseil d'État pour demander la fermeture de certaines zones de pêche. S'engage alors un bras de fer entre associations et pêcheurs. D'un côté, on réclame plus de réglementation pour protéger l'espèce et de l'autre, moins de réglementation pour sauvegarder les rendements. Alors comment concilier sauvegarde de l'espèce et préservation de l'économie locale? C'est un reportage de Maud Païtac et Florian Gourdin. Ces images de dauphins échoués sur une plage de Vendée témoignent d'un phénomène alarmant. Selon l'observatoire Pélagis, ces morts sont dues aux captures accidentelles de dauphins dans les filets de pêche. C'est pour ne plus observer cette hécatombe sur les plages que Gwenaëlle Boulet se bat. Cette membre de l'association Défense des milieux aquatiques milite contre les pratiques de pêche actuelles. Les filets fixes, donc, ils sont étendus sur une très grande longueur et énormément de profondeur. Donc en fait, les dauphins, ils se prennent là-dedans et c'est fini pour eux, quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sont les chaluts pélagiques. Donc vous imaginez un filet à papillon, hein, bien sûr énorme. C'est traîné comme ça, avec une puissance motrice énorme de la part des bateaux. Et donc les dauphins qui rentrent, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Après avoir été saisi par 3 associations, dont celle de Gwenaëlle, le Conseil d'État a ordonné la fermeture temporaire de certaines zones de pêche du golfe de Gascogne. Mais pour Gwenaëlle, il faut aller plus loin et bannir de façon permanente les filets à moins de 5 km des côtes. Les côtes, c'est le lieu, c'est la nourricerie en fait des poissons, c'est là aussi où ils viennent frayer et pêcher à cet endroit-là, c'est juste une hérésie. À La Rochelle, l'annonce de la décision du Conseil d'État inquiète les pêcheurs côtiers. C'est pas qu'elle est lourde, c'est que c'est haut la lisse. Comme Logan, 28 ans, marin à son compte depuis 7 ans. Alors ça fait peur parce que c'est surdimensionné en fait ce qu'ils proposent. Et nous, ça nous impacte beaucoup, mais alors que c'est pas forcément nous les fautifs, quoi. Mais ces professionnels ne sont pas fermement opposés à une adaptation. Johnny Wall représente les quelques 2000 marins de la région. Il pose tout de même une condition. Pour avoir contacté bon nombre de mes collègues, ils ont tous dit de façon unanime que si les fermetures elles étaient financées, ça ne leur posait pas de problème. Il est bien normal que si on empêche les gens de travailler, qu'on les indemnise. Hein. C'est quand même tout à fait normal. Hein. Le Conseil d'État a accordé un délai de 6 mois au pouvoir public pour agir. Mais le gouvernement a écarté la fermeture des zones de pêche. Les associations préparent déjà des voies de recours pour engager la responsabilité de l'État dans la protection des mammifères marins. Pêcheurs, ostréiculteurs ou encore aquaculteurs, autant de professionnels qui profitent des richesses de l'océan. Mais face au changement climatique, à la modification des milieux marins et à la diminution des ressources, comment exploiter en préservant l'environnement? Des alternatives explorées par Samuel Cardon et Chane Cousineau. Ils s'étendent sur des kilomètres et sont cultivés depuis des siècles. Sur l'île de Ré, les marais principalement exploités pour le sel sont parfois transformés en laboratoire à ciel ouvert. À 37 ans, Thomas Miard y développe une aquaculture responsable. Là, il y a les crevettes qui vont remuer le fond,
qui vont manger les petits vers. Là, il y a vraiment déjà un écosystème à lui tout seul dans ce bassin. Et donc là, je favorise la production de microalgues, d'où la couleur d'eau qui est un petit peu chargée. Et après, ce bassin, ça passe dans le bassin d'à côté, où là, on voit les poches à huîtres. Bon, l'essai, normalement, ce sera de la palourde à terme. Et c'est pour ça que l'eau est plus claire, parce que les huîtres étant un filtreur, elles vont me filtrer ces microalgues et générer à leur tour de la matière organique. Fini la monoculture. En reproduisant un écosystème, ce mode de production permet de profiter des qualités naturelles de différentes espèces. Encore confidentielles à l'échelle de la France, les algues, riches en protéines, vitamines et minéraux, sont le dernier maillon de la chaîne. C'est ce qu'on appelle la phytoépuration. Donc les végétaux, on le sait, comme dans le milieu naturel, c'est eux qui purifient, qui enlèvent toute la matière organique présente soit dans le sol, soit dans l'eau. Ingénieur aquacole pendant 8 ans, dans un institut océanographique reconnu, cet amoureux de la nature exploite durablement ce marais depuis 2019 et il en vit. Les crevettes et les huîtres sont vendues chez un poissonnier de Lille, la laitue de mer dans des épiceries fines et sur place. Donc les algues, une fois pêchées et lavées, je peux en faire sécher une partie pour faire de la poudre d'algues sous forme de saupoudreuse. Je les vends aussi en algues paillettes. Et il y a aussi notre format où là je ne les fais pas sécher du coup. C'est des algues que j'utilise en frais pour faire des tartares d'algues. Donc là pareil, j'ai essayé de faire des parfums, un parfum local salicorne, algues salicorne. Bon, tomate séchée, il n'est pas très local mais ça marche bien. Et miel, qui est le miel d'un producteur de l'île de Ré. Donc tout ça transformé localement sur l'île de Ré. Produire responsable est devenu un impératif à terre comme en mer. Sur les plages de l'île, les stigmates de la pêche industrielle sont visibles. Alors pour préserver l'environnement et les fonds marins, Stéphane Charleux pratique une pêche durable. Demain, tout le monde pêche comme moi. Certes, il y aura un impact sur l'environnement, forcément sur la ressource. Mais si tout le monde était comme ça, qu'on arrêterait les grosses pêcheries, les grosses ressources, les gros bateaux industriels, il y a dans 100, dans 200 ans, mais on rigolera encore de la pêche, quoi. Dans ces eaux au printemps, il capture la seiche. Le stock de ce mollusque connu pour son encre est évalué en bon état par les pouvoirs publics. Et là c'est parti, et voilà une sèche déjà. Pêcheur indépendant depuis une dizaine d'années, il met un point d'honneur à respecter la ressource. À la ligne, au casier ou au filet, sa pêche reste à taille humaine. Moi tout ce que je pêche, à 99%, je le vends quoi. Les poissons nobles et les poissons moins nobles. Et le problème de beaucoup de bateaux, c'est qu'ils recherchent que le noble. Et le reste, ils s'en foutent. Pêcher mieux pour sauvegarder les poissons, mais surtout en manger moins. Un défi de taille en France, où la consommation de produits de la mer a augmenté de presque 17% en 20 ans. L'eau, la ressource la plus importante des 10 prochaines années. D'après le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, 80% de nos nappes souterraines auraient un niveau inférieur à la normale cette année, contre 50% l'an passé. De quoi présager d'une importante période de sécheresse cet été. Comment expliquer un tel phénomène, Samuel Cardon ? En premier, à cause d'un grand déficit de pluie. Cet hiver a été très sec avec même un record en janvier et février, 32 jours sans pluie. Et ce manque de précipitations pose problème. L'hiver est la période où les nappes phréatiques se rechargent le plus facilement. À cette saison, la végétation est au repos, elle sollicite donc moins la ressource en eau, ce qui permet plus facilement aux précipitations de pénétrer jusqu'aux nappes. Et l'agriculture est aussi au cœur des tensions. Oui, car entre juin et août, 80% de l'eau est consommée par l'agriculture selon le ministère de la Transition écologique. Et qui dit sécheresse, dit perte de productivité agricole, un des 4 risques clés du changement climatique en Europe. Pour l'instant, les réponses à cette problématique sont soit inexistantes, soit mauvaises. Les bassines, par exemple, sont considérées par le GIEC comme chères, avec des impacts environnementaux négatifs
et insuffisantes au-delà de certains niveaux de réchauffement climatique. Dit de substitution, ces bassines doivent permettre de prélever l'eau quand elle est disponible, donc en hiver. Un comble quand on connaît la situation actuelle, surtout que rien n'indique que les agriculteurs ne prélèveront plus en été. Et quelles sont les solutions existantes à cela ? Le même GIEC met par exemple en avant 2 méthodes. L'agroforesterie, une pratique ancestrale basée sur l'association d'arbres, de cultures et d'animaux sur la même parcelle, ce qui permet d'augmenter la biodiversité et de mieux utiliser les ressources. Également l'agroécologie, un modèle d'agriculture qui repose sur la création de milieux naturels domestiqués qui fonctionnent sur un usage raisonné de la ressource comme l'eau. Merci Samuel Cardon pour cette explication. Une des zones les plus touchées par la montée des eaux se trouve au large de La Rochelle. L'île de Ré, paradis des maisons secondaires, a 40% de son territoire sous le niveau de la mer et seulement quelques protections l'entourent face à un risque de submersion croissant. Alors quelles alternatives existent ? C'est un reportage de Thomas Cholet-Luneau et Arnaud Conen de Kérélis. Au nord de l'île de Ré, le village des Portes-en-Ré. À peine 500 habitants en hiver et certains endroits sont 7 mètres en dessous du niveau de la mer. Le risque d'être submergé, ce n'est pas vraiment préoccupant pour ces résidents. Il n'y a pas ce danger-là aujourd'hui? Non, je trouve pas ça risqué. Franchement, pas du tout. Non, je pense pas. Non, j'en ai pas l'impression. Non. Vous ne ressentez pas de risque particulier? Pas du tout. D'autres sont mieux informés. C'est quoi cette carte? C'est la valeur des biens les plus exposés au risque d'inondation en 2050. Il y en a 2 qui sont mentionnés sur l'île de Ré, les Portes et la Couarde. Et forcément, lorsqu'ils en parlent, la question divise. On est sur une trajectoire à 3,8. Oui. Non, mais c'est sûr que globalement, ça va monter. Mais sur l'île de Ré... 30 ans. Il reste 30 ans. On est sur une plaque tectonique qui monte. Il reste 30 ans. Selon les scientifiques du GIEC, la grande majorité de l'île de Ré sera sous les eaux d'ici 2100, comme nous le montre cette projection. Les zones en rouge disparaîtront. Mais pour les promoteurs immobiliers, la vie est belle. Ces dernières années, les prix ont même augmenté. Le risque de submersion pour certains n'existe pas. On a continué à vendre même après Xynthia sur des terrains qui avaient été inondés ou des maisons complètement inondées. Ça ne les a pas freinés. Les Portes-en-Ré sont déjà sous le niveau de la mer et seules des digues comme celle-ci empêchent une submersion immédiate. Dominique Chevillon vit en partie sur l'île depuis près de 50 ans. Il a bien conscience de la fragilité de son territoire. L'île de Ré, c'est 85 km² et les parties en dessous du niveau de la mer, c'est 40% du territoire. Alors évidemment, il y a des digues qui ont été faites, qui se sont rajoutées, qui ont été confortées, qui ont été renforcées, mais ça ne suffira pas. Depuis 13 ans, plus de 50 millions d'euros ont été investis dans des digues en béton afin de protéger de la submersion. Un coût important pour tenter de sauver ce territoire ou simplement tenter de gagner un peu de temps. Dans le sud de l'île, un village propose une autre solution. Le Bois-Plage-en-Ré est la seule commune qui n'a pas été submergée lors de Xynthia en 2010. Pourtant, pas de protection en béton, mais une dune de plusieurs mètres de haut. Le maire en est donc convaincu, ce ne sont pas les digues qui sauveront l'île de Ré. Lorsqu'on a une digue, la houle elle vient taper contre la digue et il y a un effet de ressac qui fait que ça va aller creuser tout autour. Donc après, par exemple sur une île comme ici, vous dites il faut qu'on fasse une digue tout le tour de l'île de Ré. C'est pas la bonne solution et c'est pas ce qu'il faut faire. Et pour préserver la dune au mieux, la mairie dépose des sapins de Noël. Cela permet au grain de sable de s'agglomérer. Ces dernières années, elle a même gagné plusieurs mètres. On parle beaucoup de repli stratégique. C'est d'essayer d'organiser les choses pour que tout le monde soit en sécurité. Mais l'avenir de l'île de Ré, on va dire, elle réside dans l'entretien des éléments qu'on a déjà en place. Digues, dunes, mais après on ne peut pas empêcher la mer de monter. Gérard Jouin, comme beaucoup d'habitants de l'île, souhaite rester le plus longtemps possible et vivre tant qu'il le peut dans son petit paradis. À elle seule, la réserve naturelle de Moiseau-les-Ronds représente 220 hectares de surface terrestre protégée et recueille plus de 300 espèces.
À cause du dérèglement climatique, elle est menacée par la montée des eaux. Se pose alors un dilemme, lutter pour résister ou céder pour s'adapter. Un programme appelé Life Adapto, initié par le Conservatoire du Littoral et soutenu par l'Union européenne, a tenté d'y répondre. Mais ses propos divisent. Un reportage de Lucas Blanchard, Samuel Cardon et Thomas Cholet-Luneau. Près de La Rochelle, la réserve de Moiseau-les-Ronds est sa deuxième maison. Comme tous les matins, Nathalie Bourret recense les oiseaux. Après, en ce moment, c'est une zone c'est une période de migration, donc c'est intéressant de noter les mouvements des oiseaux pour voir ceux qui arrivent et ceux qui vont rester éventuellement pour nicher. Cette représentante de la Ligue de protection des oiseaux est inquiète quant à l'avenir de la biodiversité du Marais. Si la mer avance, on va perdre du coup les habitats d'eau douce qui étaient dans la réserve naturelle. Si on veut continuer notre effort de conservation de la biodiversité, et notamment en lien avec les oiseaux migrateurs, il faut qu'on continue à pouvoir avoir cette fonctionnalité entre terre et mer. L'eau menace déjà de monter puisque depuis Xynthia, cette digue a été endommagée et n'a pas été réparée. Si rien n'est fait, d'ici 2050, jusqu'à 2500 hectares seraient engloutis. Pendant 5 ans, les acteurs locaux de Life Adapto ont donc étudié plusieurs solutions, accompagnés d'Adrien Chaigne, représentant du Conservatoire du Littoral. Face à l'élévation du niveau marin, on a plusieurs solutions. Soit on résiste, on continue à élever les digues toujours un petit peu plus haut. On peut aussi laisser faire, laisser totalement le territoire à l'abandon entre guillemets, ce qui n'est pas non plus souhaitable pour les activités, ou s'adapter, c'est-à-dire réfléchir les digues d'une manière différente, en les reculant, les plaçant à d'autres endroits et en ne cherchant pas systématiquement à reconstruire au même endroit. Reconstruire des digues ou laisser la mer entrer. Pour Philippe Châtelier, agriculteur et 3e génération sur son exploitation, la menace est réelle car ces terres bordent la réserve. À l'heure actuelle, ces champs, en vert sur cette carte, sont hors d'eau. Avec la montée des eaux, la mer entrerait jusqu'à 2,5 km et son activité serait en danger. Ça a un impact direct sur mes terres, parce que l'eau salée, ça marche pas du tout avec les cultures. Ça pourrait réduire considérablement mon chiffre d'affaires. Ça mettrait en péril mon exploitation, clairement, et celle de mes voisins. Le Conservatoire du Littoral pourrait racheter ces terres et le relocaliser. Pour lui, c'est inenvisageable. En gros, on nous dit vous êtes bon à partir, mais il n'y a pas de plan. On voudrait être plus acteurs, pas des victimes, quoi. Peut-être qu'on s'adaptera, ou pas, je sais pas, mais on veut être maître de notre destin, acteur dans l'avenir, quoi. Un avenir qui n'est pas encore tranché, pouvoirs publics et acteurs économiques poursuivent leurs discussions avec un enjeu, faire le moins de perdants possible. Pour parler adaptation au changement climatique, on monte à bord du France 1, cette propriété du musée maritime de La Rochelle. Ce bateau a navigué pendant près de 30 ans pour Météo France afin de récolter des données météorologiques. On embarque pour le grand entretien avec Romane Rousseau et Florian Gourdin. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce grand entretien. Dans celui-ci, nous allons aborder le sujet de l'adaptation au changement climatique, aussi bien à l'échelle individuelle que politique. Avec nous, Nathalie Daniel, vous êtes membre de l'association Écomère depuis 5 ans, une association qui agit pour la protection du milieu marin, notamment en sensibilisant les citoyens, mais aussi en revalorisant certaines matières. On en parlera plus tard. Bonjour Nathalie. Bonjour. Avec nous également Didier Roblin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communautaire à La Rochelle, délégué aux affaires du littoral en matière de prévention et de protection contre la submersion marine et également maire d'Yves. Et enfin Alexandre Magnan, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, chercheur au sein du département Vulnérabilité et Adaptation au changement climatique à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et vous êtes aussi auteur principal du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et vous avez notamment contribué au rapport spécial sur les océans en 2019.
Tout d'abord, merci à vous d'être présents. Donc, dans le cadre de ce grand entretien, on va parler montée des eaux. La Rochelle, c'est un territoire très exposé au risque de submersion marine et face à ce danger, accentué par le changement climatique, la notion d'adaptation devient omniprésente. Mais Florian, qu'est-ce que c'est que cette notion d'adaptation ? Eh bien Romane, pour bien comprendre cette notion, il faut revenir sur celle d'atténuation, car ce sont les deux faces d'une même pièce, deux stratégies qui doivent aller de pair. Pendant longtemps, les pays ont pourtant privilégié la stratégie consistant à atténuer les effets du changement climatique. Le protocole de Kyoto, signé en 1997, en est la parfaite illustration, puisqu'il vise justement à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique actuel. À cette époque, l'adaptation est décrite comme le mouton noir de la politique climatique, selon l'autrice du GIEC Lisa Schipper. On y voit alors un renoncement au lieu d'un outil complémentaire de lutte. Ce n'est qu'à partir des années 2000, face à l'augmentation des aléas climatiques et à l'inaction des États, que l'adaptation devient un sujet central dans les travaux de recherche et les politiques publiques. Concrètement, il s'agit de végétaliser les villes contre les îlots de chaleur, mais aussi mettre en place des cultures plus résilientes face à la sécheresse ou encore construire des digues pour se protéger des inondations. Et 20 ans plus tard, la France est-elle à la hauteur en matière d'adaptation ? Et non, la France n'est toujours pas à la hauteur pour faire face à la crise climatique. C'est la conclusion du 4e rapport du Haut Conseil pour le climat qui est paru en 2022. Pourtant, la France romane a les moyens d'agir. Depuis 2011, elle a élaboré successivement 2 plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Mais selon le Haut Conseil pour le climat, ceux-ci manquent encore d'objectifs chiffrés et d'indicateurs précis. Donc ces résultats sont insuffisamment suivis et évalués. Alors Alexandre Magnan, maintenant je me tourne vers vous en tant que co-auteur du rapport remis par le groupe 2 du GIEC qui travaille justement spécifiquement sur ces questions d'adaptation. Comment vous expliquez, vous, que la France ne parvienne pas à faire de l'adaptation une réalité stratégique avec des plans à la hauteur de l'enjeu ? Les raisons sont assez simples, c'est que l'adaptation, ça fait peur. L'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, on arrive à comprendre ce que ça veut dire parce que c'est relié à cette question des émissions de gaz à effet de serre et donc à une métrique qui est la tonne équivalent CO2. Et cette tonne d'équivalent CO2, on peut la retracer dans différents secteurs, à différentes échelles pour savoir qui fait quoi exactement. Sur l'adaptation, on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas cette espèce de métrique qui nous guiderait tous vers quelque chose de commun. L'adaptation, c'est beaucoup plus diffus comme système et ça se passe un peu à toutes les échelles et on a du mal à savoir exactement comment on fait. Alors à des échelles locales, on a une vision un peu plus précise. Vous mentionniez par exemple les digues ou les solutions fondées sur la nature. On voit concrètement à quoi ça correspond. En termes de politique publique, c'est un petit peu plus compliqué et créer des objectifs chiffrés, c'est pas si simple que ça. Et vous, Nathalie Daniel, vous êtes habitante depuis 20 ans du littoral, vous êtes au contact des citoyens avec votre association Écomer. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que c'est appréhendé, quel sentiment ça procure aux citoyens ? Alors, en fait, ce que nous vivons sur le littoral charentais-maritime, la montée des eaux, les tempêtes que nous avons vécues récemment, sont d'une vraie, finalement, opportunité pour les citoyens de se rendre compte que le réchauffement climatique, il est là. Puisqu'on en parle depuis des décennies, vous évoquez les États qui en parlent beaucoup mais qui agissent peu. Et là, on se rend compte que la mer, elle est au bas de nos portes, en fait. Et donc, c'est une opportunité pour chacun de se questionner sur son propre comportement et comment agir dans son quotidien pour effectivement baisser l'émission des gaz à effet de serre, puisque chacun d'entre nous peut agir. On est à La Rochelle, un territoire qui est particulièrement exposé au risque de submersion marine. La tempête Xynthia en 2010 a été la preuve de ce risque. Elle a été même un électrochoc. Depuis justement cette tempête, Didier Roblin, qu'est-ce qui a été mis en place pour justement lutter, pour mieux protéger l'agglomération rochelaise face à ce risque ? Vraie prise de conscience après Xynthia, et puis ça a été lancé, on avait lancé ce que l'on a appelé les PAPI. Voilà, donc le plan d'aménagement et pour la protection et l'inondation, la prévention et l'inondation plus exactement. Et là, il y a deux volets. On va dire qu'il y a un volet, technique qui consiste à dire on va se protéger, mais à quel niveau. Puis il y a un autre volet qui est la culture du risque.
C'est celle-ci qui est, je dirais, qui est la plus longue à mettre en place, parce que c'est un changement de comportement, très, très clairement. Alors il y a eu une première phase qui a consisté à dire on va protéger l'habitat, mais la défense de côte, ce n'est pas que de la digue. Et dans l'esprit des gens, ils ne sont protégés que s'ils ont une digue. Mais la digue ne répond pas à tout, parce que le principe, ça n'est pas d'arrêter la mer, parce que ce serait bien présomptueux, c'est de retarder l'événement. Alors là où on peut le faire, donc on le fait. Le programme de la CDA, c'est 70 millions d'euros à peu près. Hein. Aujourd'hui, on est à 90% de la réalisation. Mais le reste, c'est plus la protection individuelle, qui consiste à dire vous avez un risque qui est évalué à temps, et donc là, bon, ce sont des bâtards d'eau, des choses comme ça. En matière de politique d'adaptation, le GIEC soulève aussi le risque de maladaptation. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que c'est exactement et si les digues installées à La Rochelle en font partie? Quand les gens voient une digue, ils se disent on est protégé et donc il y a un nouvel espace à développer, c'est formidable. Au lieu de se dire tiens, il y a une digue, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et en fait, finalement, on génère de la sururbanisation dans des zones qui sont naturellement à risque de submersion marine. Et dans ce cas-là, à un moment donné, vous comprenez que si votre digue elle est plus si performante que ça, en fait, vous avez beaucoup plus d'enjeux qui sont exposés et affectés que si vous n'aviez pas mis une digue ou si vous aviez fait un petit peu autre chose. La maladaptation, c'est ça, c'est cette non-vision du très long terme. L'autre enjeu, c'est de produire mieux et de produire plus raisonnablement. Nathalie Daniel, avec votre association, vous proposez une solution pour la rénovation énergétique, notamment avec la réutilisation et la revalorisation de bouchons en liège. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites exactement ? Le logement, c'est 12% des gaz à effet de serre au niveau national. On entend beaucoup parler, on l'a vécu cet hiver, de la crise énergétique. Donc on a besoin d'avoir des logements mieux isolés. Et pour ça, on produit chez Ecomer un isolant naturel, revalorisé, un écomatériau. Et c'est en cela qu'il y a une action réelle sur la limitation des gaz à effet de serre. Est-ce que vous vous sentez suffisamment accompagné et soutenu? Est-ce que vos actions, vous voyez qu'elles ont un réel impact? Alors oui, de deux points de vue. Au niveau des citoyens, on a de plus en plus de sollicitations pour notamment l'isolation, des personnes qui nous contactent directement pour isoler de manière naturelle leur habitat. Donc ça, c'est quand même très encourageant. Et on a un soutien des pouvoirs publics. J'ai effectivement parlé de la région, de l'ADEME, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui subventionne nos actions et nous permet de mettre en place des filières vertueuses sur ces items. L'adaptation, c'est avant tout un panel d'options, de solutions pour faire face au changement climatique. Pour terminer cet entretien sur une note plus positive, quelles seraient les solutions, justement, quelles sont les mesures à mettre en place en matière d'adaptation? Écoutez, sur le littoral, c'est très très clair. Les solutions, on les connaît. L'expérience des aléas, on en a plein, et j'ai envie de vous dire depuis des millénaires. Ce dont on a besoin, c'est cette espèce de flexibilité institutionnelle, cet investissement massif des autorités publiques dans les solutions, mais de la protection au retrait stratégique, il y a toute une gamme d'options qu'on connaît très bien. La vraie question, c'est comment on va les combiner dans le temps pour faire en sorte de minimiser le risque climatique. Mais on a déjà on n'est pas tout nu face au changement climatique, c'est pas vrai. Quand vous parlez de stratégie, la bonne nouvelle, c'est que maintenant il y en a une. Exactement. Parce que c'est vrai, on était complètement orphelins. Et quand on se projette dans le temps, on parle des plans de prévention des risques littoraux. Aujourd'hui, on est en train de faire des cartes d'érosion 0, 30 ans, 30 ans, 100 ans. Et dans les stratégies, il faut dire que jusqu'à très récemment, il n'était jamais intégré qu'il puisse y avoir un retrait de trait de côte. Aujourd'hui, c'est dans les stratégies. C'est déjà une évolution. C'est pas facile à vendre. Je vous promets que en CDA, quand je défends des dossiers ou en disant attendez, il va falloir accepter que, vous imaginez bien que le maire de la commune concernée, ça ne lui plaît pas. Mais bon, ça rentre bien quand même. Ça rentre dans les esprits. Il y a vraiment une prise de conscience, comme ce qu'on voit pour l'environnement d'ailleurs. C'est vrai que c'est une culture à mettre en place.
du travail. Mais on ne renonce pas. Merci Voilà. beaucoup pour votre présence dans le cadre de cet entretien et pour vos éclairages. On reste à La Rochelle, on va parler du marais de Tadon, qui est au centre de la politique d'adaptation de la ville. Un marais urbain en plein cœur de La Rochelle. Ce poumon vert veut redonner sa place à la biodiversité. Il est appelé à devenir le principal puits de carbone du département, capable d'absorber les émissions de gaz à effet de serre. Un reportage de Lina Boudjeroudi et Chane Cousino. Canards, cygnes, hérons, ces oiseaux migrateurs ont trouvé refuge en plein centre-ville. Là en fait j'ai repéré avec les jumelles qu'on avait dans le lot des avocettes qui sont en train de s'installer une avocette baguée. Avec ses jumelles, Éric Pem, chargé de la nature et du paysage de la ville de La Rochelle, observe les volatiles. Grâce à leurs bracelets numérotés, il analyse leur trajectoire comme celle de ces avocettes. Elle a navigué plusieurs années sur l'île de Ré, elle a fait des excursions sur Oléron et puis en Vendée et cette fois c'est la première fois qu'on la voit sur le marais de Tadon. Ce marais réhabilité en 2021 offre à ces migrateurs un lieu propice à la reproduction. Aujourd'hui, près de 150 espèces d'oiseaux y vivent. Et sur ces 2 années, en fait ça a fonctionné. On a vu que les avocettes, les échasses, les petits gravos sont reproduits sur le site. Ce résultat est le fruit de 2 ans de travaux pour relier cet ancien marais salant à la mer. Pour cela, le ruisseau de la Moulinette a été refondé, un bassin de 10 hectares et des îlots ont été créés. Coût de l'opération, 5,3 millions d'euros, financé en partie par l'Agence de l'eau et la ville de La Rochelle. Ce nouvel écosystème accueille aussi près d'une quinzaine d'espèces de poissons. Thomas Lacoulabat, chercheur au CNRS, a pu mesurer ce phénomène. À travers ces travaux de restauration, il y a eu une mise à disposition d'un nouvel habitat pour des espèces de poissons comme l'anguille ou l'épinoche, et puis quelques espèces aussi estuariennes comme le mulet et le goby. L'autre ambition écologique du marais, capter le CO2 dans l'atmosphère, ce gaz à effet de serre émis par nos activités humaines. Pierre Polsener a pu mesurer le taux de CO2 dans le marais et les résultats sont encourageants. Toutes les saisons, nous avons observé un comportement plutôt neutre du CO2 vis-à-vis de l'atmosphère, voire même un comportement puits de CO2 après cette renaturation du marais. Ce réservoir naturel serait donc un vrai puits de carbone, une aubaine pour la ville de La Rochelle qui veut réduire ses gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2040. L'été dernier, 20 000 hectares du massif forestier de l'Andiras sont partis en fumée dans un méga-feu, emportant avec lui toute une biodiversité. Alors que la terre fume encore, comment faire renaître cette forêt de ses cendres et surtout comment la repeupler pour prévenir les incendies futurs? C'est un reportage d'Arnaud Conen de Kérélis et Thomas Cholet-Luneau. On se trouve au bord du lac du Bousquet où la forêt brûle toujours, mais sous terre. Sous mes pieds, le feu consume du lignite, une sorte de charbon en formation, causant encore des dégâts pour les premières victimes, la faune et la flore. À quelques kilomètres de là, Xavier Gautron examine chaque recoin de terre pour trouver le moindre signe de vie. Il travaille pour une association qui recense les espèces victimes des feux. On va suivre le fossé comme ça et essayer de voir s'il n'y a pas des petites espèces qui se baladent. Ce qu'on étudie, ça va être ces espèces, donc type reptiles, amphibiens, les insectes, tout ça. Les micro-mammifères aussi. Et ceux-là, en fait, ils n'ont pas la capacité de fuir le feu. Parmi les espèces touchées par les feux, le lézard vivipare, déjà menacé d'extinction. S'il y a un petit lézard vivipare qui a réussi à se cacher à l'intérieur, évidemment, il a réussi à survivre au feu. Pourtant, ce jour-là, aucune trace du reptile. Une disparition aux conséquences désastreuses pour la biodiversité. Quand il y a 4 individus, ça ne permet pas de refaire une population viable. On perd un maillon d'une chaîne. Voilà. On n'a pas perdu l'espèce, bien sûr, mais on a perdu une population qui faisait partie d'un ensemble de populations qui créaient un écosystème. Pour recréer cet écosystème, il va donc falloir replanter une forêt de pins plus durable et résistante aux chaleurs extrêmes.
Mais selon ce chercheur agronome, les solutions existent déjà. Pour lutter contre la sécheresse, et donc il y a plusieurs options. La première, c'est d'utiliser des provenances qui sont plus résistantes à la sécheresse, donc des provenances de pins maritimes, c'est-à-dire des populations qui viennent d'ailleurs généralement plus du sud de son aire de répartition, tout en maintenant une diversité de provenance, pour avoir une diversité génétique importante. Quelle solution sera retenue pour cette forêt qui dépend à 90% de propriétaires privés? Nous avons posé la question à des sylviculteurs. Aucun d'entre eux n'a souhaité s'exprimer. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle en tant que sylviculteur. Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de la replantation? Qui c'est qui vous envoie? Vous avez mon numéro quand vous l'avez? On va replanter des pins comme d'habitude, pourquoi? On va pas aller plus loin que ça, je suis désolé, j'ai autre chose à faire. Au revoir. Le dialogue semble impossible. Pourtant, à 50 km d'ici, dans la commune de Floirac, une expérimentation inédite a vu le jour. Derrière ces grilles, une mini-forêt de pins maritimes pousse, sous l'œil avisé de Déborah Corso, chargée de son suivi. L'objectif de cette plantation, c'est qu'on a en fait intégré 7 provenances, donc des provenances, c'est-à-dire que ça va être des plants de pins maritimes qui ont différentes origines géographiques. Et donc tout ça, c'est dans l'idée de savoir si dans la forêt landaise, il faut continuer à plutôt planter des variétés qui ont été améliorées dans l'objectif d'avoir une belle croissance pour avoir une belle production, ou s'il faut commencer aussi à faire des mélanges de provenance pour avoir des forêts plus durables qui pourront mieux répondre aux variations climatiques, que ce soit de la sécheresse, mais aussi des incendies. Cette étude, menée par l'ONF et l'Université de Bordeaux, donnera ses premiers résultats d'ici une dizaine d'années. D'autres expériences similaires devraient bientôt voir le jour. En janvier, l'État a débloqué une enveloppe de 50 millions d'euros. À l'heure du changement climatique, certaines pratiques pour entretenir les forêts perdent de leur sens. C'est notamment le cas de la coupe rase. Chad Cousino, bonjour. Bonjour. En quoi consiste cette technique? Pour ceux qui ne connaissent pas, la coupe rase est une coupe unique. Des arbres de même âge qui ont poussé en même temps sont coupés en une seule fois, sans que de nouvelles pousses ne soient déjà présentes. Selon l'Office national des forêts, ce procédé est employé en cas de maladie, mais aussi dans le cas des pins maritimes pour rester productif et faire se développer une forêt au plus vite. Mais la coupe rase pose question. Aujourd'hui, la pertinence de son utilisation pose question. En plus d'un changement drastique de paysage, la coupe rase a un effet néfaste sur les écosystèmes. Elle perturbe le cycle de vie des animaux, des insectes, elle provoque le tassement des sols, piétinés sans cesse par les engins, ce qui affecte forcément les arbres. Certains sylviculteurs, encore très minoritaires dans la forêt des Landes, luttent pour remettre la régénération naturelle au goût du jour. Plus respectueuse des écosystèmes, moins coûteuse et tout aussi efficace, pas besoin d'acheter de nouveaux plants, ce sont les graines qui tombent chaque été qui se chargent du reboisement. Avec une bonne lumière et de bonnes semences, les meilleurs spécimens sont garantis de pousser, ce qui donne des arbres de meilleure qualité pour la forêt. Le forestier va quand même agir, mais de manière plus légère. Seuls les individus les moins vigoureux sont supprimés. Tout ça sans atteinte sur les écosystèmes. Mais ce processus prend du temps, beaucoup de temps, et peine à convaincre des sylviculteurs à la recherche de toujours plus de rentabilité. Au large de La Rochelle, l'île d'Aix accueille chaque été près de 250 000 touristes. Et dans leur sillage, ces vacanciers laissent une trace sur un écosystème fragile. Alors entre attractivité économique et bonne santé écologique, l'île cherche son équilibre. Un reportage de Roman Rosso et Arnaud Conen de Kérélis. Ces visiteurs embarquent pour l'île d'Aix. Mais cet après-midi-là, peu de monde à bord. On peut y aller, hein? Benjamin Leclerc accueille les passagers et pour lui, c'est le calme avant la tempête. Pour une journée ordinaire en plein été, on doit faire du 1200 personnes. Contrairement à l'hiver, une journée où on fait 100 personnes, grand maximum, en plein hiver. Sur la mer, peu de trafic. Mais Jean-Marc, capitaine du bateau, sait que cela ne va pas durer longtemps. L'été, il n'est pas le seul à faire des navettes. Et dès qu'on va arriver donc fin juin, donc ça va être difficile de voir le Fort Boyard. Tellement il y a de monde. Tellement il y a de monde, voilà. Ah ouais. Donc de faire une route directe avec le navire, c'est pas possible. Hein. Donc on est obligé de s'allomer. Un peu plus de 200 personnes vivent à l'année sur l'île d'Aix. En haute saison, 2500 résidents secondaires débarquent. La seule rue commerçante, habituellement déserte, devient bien plus fréquentée en été. Allez, venez.
Thomas Ladouce est un habitant de l'île. Paysagiste, il y vit depuis 7 ans. Il veut nous montrer l'impact du tourisme sur la biodiversité. Donc c'est le piétinement en finalité, tu vois, qui va dégrader en fait tous les végétaux qu'on peut trouver. Des orchidées ou encore des euphorbes, l'île regorge de variétés différentes. Sur cette petite plage, peu d'espace pour accueillir les touristes. L'été, ils s'adaptent. Les gens ils montent plus haut et c'est là qu'ils vont attaquer la dune. On voit, on n'a plus quelques touffes qui traînent. Tu vois, t'en as une là-bas, une au bout. T'as 3 touffes. C'est un boulot. Conséquence, la végétation disparaît. Trop de touristes sur une surface trop petite. L'île fait seulement 1 km². Pourtant, c'est cette activité qui la fait vivre économiquement. Pour cet épicier, l'été représente 75% de son chiffre d'affaires. Alors on est ouvert toute l'année, après le plus gros de l'activité est quand même juillet-août. On vit grâce au tourisme et l'hiver on est ouvert grâce au tourisme. De l'autre côté de la rue, Marie Botella est propriétaire d'une boutique de souvenirs et ouvre seulement d'avril à novembre. Alors, elle se prépare pour le début de la saison qui commence avec les vacances de Pâques. Alors là, je viens de recevoir une grosse partie de ma marchandise. Et si elle n'ouvre pas toute l'année, c'est pour une raison bien précise. Le peu de gens qui sont ouverts à l'année, ils galèrent. Parce que vous avez des jours où vous allez avoir du monde, vous ne savez pas pourquoi, parce qu'il fait beau ou parce qu'on ne sait pas. Et puis il y a des jours où le restaurant qui est ouvert, des fois il fait 2-3 ouvriers et puis c'est tout. Et quand il fait 2-3 ouvriers. La moitié du tourisme se concentre sur juillet-août. Mais comment continuer à faire vivre l'île tout en préservant sa biodiversité? Pour y répondre, un groupe de travail a été créé fin mars. C'est sur le continent, à Rochefort, qu'on y réfléchit. L'île dépend de cette agglomération et Sébastien Bourbigo, son vice-président, envisage de réguler les trajets en bateau. C'est une piste aussi à explorer, à savoir est-ce qu'on peut repartir par n'importe quel bateau ou est-ce qu'on réserve son départ dans un bateau précis à une heure précise. Des premières pistes timides, rien n'est encore acté. L'été 2023 devrait donc ressembler au précédent. Les souvenirs de matelots éreintés nous accompagnent. Le soleil rochelais se pose désormais sur ma peau bien trop Toujours blanche. sur le pont du France 1, nous retrouvons l'équipe du podcast Twist. Pierre et Marthe, bonjour. Comment se passe l'enregistrement de cette nouvelle saison ? Écoutez, tout se passe très bien, hein. Là en plus c'est un cadre idyllique pour faire ça en extérieur. Il fait beau, il fait presque chaud et puis 2 émissions sur l'environnement, une sur la pêche, une sur l'érosion et la submersion marine et donc on prend beaucoup de plaisir. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos productions ? Vous pourrez les retrouver sur le site de l'IJBA et puis aussi sur toutes les plateformes de diffusion, Deezer, Spotify, SoundCloud ou Apple Music. Et une autre prod Made in IJBA sera bientôt disponible, une nouvelle édition du magazine Viso. Et cette année, la rédaction est partie à Cracovie, en Pologne. Et oui, Viso a rencontré celles et ceux qui luttent entre questions d'identité et religion, conservatisme et ouverture sur le monde. Ce numéro sera disponible à partir du mois de mai dans tous les kiosques de Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin d'Empreinte. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Si l'émission vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux. Merci à tous nos reporters et merci au Musée maritime de La Rochelle pour sa disponibilité. Vous pourrez retrouver les autres productions des étudiants et étudiantes de l'IJBA sur le site de l'école, sur les onglets Twist et Viso. Empreinte à La Rochelle, c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, suivez-nous sur le Instagram de l'IJBA pour découvrir les coulisses de nos émissions. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Empreinte.